Beauvais, dans l'Oise, à 100 km au nord de Paris. Les policiers de la BAJ, la brigade d'assistance judiciaire, viennent chercher le premier prisonnier qui va passer en jugement devant cette cour d'assises. Cet homme, Jeannot Riflet, est accusé d'avoir voulu tuer sa femme. Cela s'est passé le 10 novembre 2003 à Cannectancourt, un petit village près de Compiègne. Un cas difficile. Pour l'arrêter, il a fallu envoyer le GIGN. Jeannot Riflet, mécanicien au chômage depuis 10 ans, avait alors été jugé dangereux. Cette tentative d'assassinat et pour avoir tiré sur les forces de l'ordre, Jeannot Riflet risque 10 à 20 ans de prison. C'est le jury populaire qui vient d'être formé par Cécile Simon qui va en décider. Jeannot Riflet joue gros. Pour paraître à son avantage, il s'est acheté un nouveau costume avec l'argent de son travail en prison. Il espère prouver son innocence. Jeannot a déjà fait 4 ans de détention préventive en attendant que la date de son procès soit fixée. Il a 48 heures pour convaincre la cour de le libérer. C'est la première fois que je passe. Alors je ne peux pas vous dire quoi je pense. Je ne peux pas vous dire. Les procès d'assises se déroulent sous haute surveillance, à Beauvais comme ailleurs. Évasion, suicide, agression, tout est possible dans l'enceinte d'une salle d'audience. L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. Bien, bonjour monsieur. Vous allez vous mettre au micro. Alors monsieur, vous allez indiquer à la cour quels sont vos noms et prénoms. Riflet Jeannot. Approchez bien du micro. Riflet Jeannot. Riflet Jeannot. Asseyez-vous, monsieur Riflet. Jeannot s'assied dans l'ombre de son avocat, commis d'office pour le défendre. Je vais maintenant procéder au tirage au sort du jury de jugement de cette affaire. Mesdames et messieurs les jurés, à l'appel de votre nom, vous voudrez bien vous placer là où l'indiquera monsieur l'huissier. Avant chaque procès, 9 personnes sont tirées au sort parmi les jurés pour siéger aux côtés de la présidente. Juré numéro 8, monsieur Étienne Cazin. Oh ben, les premières minutes, c'était presque les plus dures parce que ça avait été très solennel. Effectivement, donc on était un petit peu impressionnés par tout ce décorum. Les jurés vont être juges pendant plusieurs semaines. Bon. Donc ils vont être amenés à prononcer, on va leur demander de prononcer des peines de prison. C'est là que Jeannot risque de retourner s'il est reconnu coupable d'avoir voulu tuer Francesca, son ex-femme, qu'il n'a pas vue depuis le 10 novembre 2003, ce jour où tout a basculé. Le 10 novembre 2003, vers 15h, les militaires de la brigade de gendarmerie de Lassigny intervenaient au domicile du couple Rifle à Cannectancourt, le mari ayant fait usage d'une arme à feu en direction de son épouse, laquelle avait été touchée. Au moment du drame, Jeannot et sa femme ne vivent plus ensemble depuis 2 mois. Francesca et sa fille Aurore, née d'un précédent mariage, ont quitté la maison à cause de la violence de Jeannot. Francesca y revient de temps en temps pour nourrir les animaux. Ce jour-là, ça s'est pas passé comme d'habitude. Au moment où je suis partie, où j'allais sortir, je dis bon, à demain. Au moment où j'allais sortir, il m'a attrapé, il m'a jeté sur le canapé. Il lui dit, maintenant tu vas rester et Aurore va revenir. Francesca lui dit, non, je vais partir, j'ai un autre homme dans ma vie et pour Jeannot, c'est un choc. C'est vrai que là, il m'a lipoté avec des liens d'électricien. Il la tenait en respect avec un pistolet d'alarme. Il continuait à me menacer, à me taper avec la crosse de son arme et tout. Et à un moment, monsieur Riflet a envie de prendre une bière. Il lui dit « bouge pas » et il se rend vers la terrasse derrière la maison. Quand il était sur la terrasse, dans un premier temps, je suis arrivée à claquer les liens des pieds parce que j'ai appris par après qu'il s'était mis à l'envers. Une deuxième fois, il est reparti, donc j'ai enlevé les liens de mes mains et j'ai couru vers la porte de sortie.
fait là, il m'a tiré dessus. Les gendarmes de Lassigny encerclent la maison de Jeannot. Arrivé au niveau de la porte, nous avons essayé d'avoir un contact avec M. Riff. Il nous a répondu, mais avec des propos très incohérents. Et à un moment donné, il nous a tiré dessus. Le gendarme Monflier, qui était juste devant moi, a pris des éclats de verre et de plomb au niveau du visage. Nous l'avons pris, nous l'avons sorti, nous l'avons mis à côté du garage. Nous avons continué les négociations et 30 secondes après le premier coup de feu, un deuxième coup a retenti à l'intérieur de la maison. Pour éviter d'autres blessés, les gendarmes reculent. À 19h50, Jeannot sort pour fermer les volets. Les gendarmes tirent au flashball. Il est touché, mais revient tranquillement chez lui pour continuer à boire. Jeannot Rifle, quant à lui, se retranchait chez lui, nécessitant l'intervention du GIGN qui ne parvenait à l'interpeller que le lendemain à 4h30, un fusil de chasse entre les mains. L'intéressé présentait alors un important taux d'alcoolémie à hauteur de 3,67 g par litre de sang. Bien, monsieur Rifle, levez-vous. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez l'ensemble des faits qui vous sont reprochés? Aucun fait, certains faits? Non, certains faits. Alors, qu'est-ce que vous admettez aujourd'hui? J'admets que j'ai tiré sur elle, mais sans vouloir la tuer et sans vouloir la blesser. Les faits d'arrestation, de séquestration, vous admettez ça? Non. Non plus. Je l'ai pas ligoté, comme elle dit. Non, non, le fait de la ligoter, mais de la garder à la maison. Ah oui, oui. D'accord. Et les violences sur les militaires de la gendarmerie? Non. J'ai dû m'endormir et avoir le doigt sur la gâchette du fusil et tirer dans la porte sans faire exprès. Sans vouloir, quoi. Comme j'étais sourd. Vous pensez qu'en dormant, vous avez tiré? Ben, sans vouloir, j'ai dû m'endormir, vous nous quoi. réexpliquerez ça, d'accord. Qui est celui que les journaux appellent le forcené de Cannectancourt? Comment en est-il arrivé là? Quelle a été sa vie avant? Comment vous décririez l'ambiance à la maison, l'éducation que vous avez reçue de vos parents, leur comportement envers vous? Est-ce qu'il y avait des problèmes à la maison? Jamais, très bonne. Très bonne éducation, très bonne. Pas de soucis, pas de problème? Très très... Faux. Jeannot va découvrir en direct un secret de famille concernant Myriam, sa sœur aînée. Elle explique qu'en fait, elle n'est pas la fille de votre père, hein? Voilà ça. Ça, vous le saviez pas forcément, c'est pas des choses qu'on disait toujours obligatoirement, mais qu'il l'a reconnue, qu'il l'a élevée. Et elle dit, lorsque j'avais entre 8 et 9 ans, mon beau-père, donc votre père, Albert, m'a pratiquement violée. Cette affaire est restée confidentielle dans la famille. Mes frères ne doivent pas le savoir. Elle dit de votre mère qu'elle était gentille, bête, ne travaillait pas. C'est des choses terribles qu'ils ont vécues. Il faut respecter ça. Maintenant, je rappelle que la loi nous dit de juger quelqu'un également en fonction de sa personnalité, ce qui amène à savoir comment s'est construite cette personnalité. C'est tout, hein, c'est l'objectif, hein. C'est pas du voyeurisme, mais c'est certain que quelquefois on apprend, on se dit, mon Dieu, on va très loin dans la vie privée des gens. Vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge, monsieur 12 ans. 12 ans? Oui. Est-ce que vous avez su apprendre à lire, à écrire, à compter? Oui. Oui, vous savez compter, faire les 4 opérations? Oui, si je perds pas trop la tête, hein. Ouais. Hein? C'est pas toujours très facile? Si, c'est l'écriture qui a un peu mal, quoi. Bon, mais vous arrivez à vous débrouiller? Ah oui, oui, très bien. Jeannot quitte l'école très jeune et travaille comme mécanicien avec son père. Premier mariage à 20 ans, divorce. Deuxième mariage, nouveau divorce. Francesca est sa 3e femme. Et pourquoi vous vous êtes marié avec elle? C'était le coup de foudre, quoi, c'était... D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu chez Madame Sylvestre? C'était une femme bien, elle était douce et on avait un certain âge. Je me suis marié à 45 ans, j'ai dit, là, 45 ans, ben, je reste sur place. À cette époque, vous buviez quel genre d'alcool? Du rhum ou des bières. Du rhum ou des bières? Et le rhum, vous commenciez à quelle heure? 9h, 9h30. J'ai vu que vous disiez que vous en mettiez dans votre café le matin. Je buvais jamais de café, je buvais le café rhum le matin. Café rhum le matin. Catherine est la fille aînée de Jeannot, née d'un premier mariage.
le père et la fille ne se sont pas vus depuis 30 ans. Très jeune, Catherine a été placée en famille d'accueil après les mauvais traitements infligés par sa belle-mère. Bon, c'est pas quelqu'un de, je pense pas de méchant non plus, mais bon. Dans vos souvenirs, vous faites référence à quelle époque? À ma petite enfance. Étant très petite, quoi. Je m'en souviens très bien de cette époque-là. Et quand vous dites il s'énervait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il y a eu un peu de violence. Ou peut-être sur vos... Et Marie-Thérèse, elle s'occupait de vous à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout? Non, elle me laissait enfermer dans la chambre avec les autres enfants. Des journées entières. Et lui, il le savait, ça? Je ne pense pas qu'il le savait. Madame la Présidente, j'ai une question à poser. Dans sa déclaration, Madame Riff Catherine a indiqué « J'étais élevée dans de mauvaises conditions. J'ai toujours été enfermée dans ma chambre et mon père me frappait. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite ?» Les deux frappaient, les deux buvaient de l'alcool. Madame aussi? Oui, tout à fait. Elle avait ses enfants à elle, qui étaient peut-être mieux vus. Et puis elle avait moi, qui n'étais pas sa fille. D'accord, merci. Médecin Fati. Oui, je voulais, excusez-moi, vous avez fait une distinction entre votre belle-mère qui est présentée comme une marâtre et votre père qui avait un rôle qui était peut-être pas assez protecteur. Est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez mieux traité par l'un que par l'autre ou que c'était pareil? Oui, j'étais quand même mieux traitée par mon père. Merci. Tout à fait. Bon, monsieur Riflet, qu'est-ce que vous avez... Quelles observations avez-vous à faire à la suite de la déposition de votre fille Catherine? Juste une chose, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils l'ont placé, quoi, comme je rentrais rarement. Alors je voyais pas ce qui se passait. Bon, mais quand Catherine dit avec beaucoup de retenue, là, que vous buviez à l'époque, et que vous l'avez frappée aussi, petite fille. Frappée sur les fesses, comme tous les papas, hein. Bon. D'accord. Après le témoignage de Catherine, celui des experts est aussi accablant. Ici, ce pistolet à grenaille, l'arme qui a sans doute blessé Francesca à 2 reprises le jour du drame. Pour vous, ça serait caractéristique de 2 tirs différents. Il y a effectivement 2 zones atteintes dans des parties différentes qui ne peuvent pas correspondre avec un seul coup de feu, à moins que la trajectoire des projectiles ait été contrariée, c'est-à-dire que la gerbe de plomb ait touché un obstacle. D'accord. Alors, monsieur Rifle, vous entendez aujourd'hui monsieur l'expert qui dit qu'il y aurait eu 2 tirs ayant atteint votre épouse. Moi, je me rappelle seulement une fois. Vous expliquez comment, alors? Qu'il y a un coup ici et un coup sur la cuisse gauche. L'a dit, comme les balles... Ces explications fantaisistes font sourire jusqu'à son avocat. Jeannot ne mesure pas la gravité de la situation. La cour lui demande d'expliquer pourquoi il a tiré sur les forces de l'ordre. Alors, monsieur Riflet, quand les gendarmes arrivent, vous êtes avec votre fusil de chasse pas loin de vous, et dedans, il y a 2 douilles percutées. Alors, vous avez dit, peut-être que quand je dormais, il y a sûrement un coup qui est parti. Je me rappelle pas d'avoir tiré sur les gendarmes, comme j'ai dit aux gendarmes. Et vous pensez que M. Riflet pouvait vous voir? Ah oui, ça c'est sûr qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur, mais lui il pouvait nous voir de l'extérieur. Avec le jour, ça c'est sûr. Merci. Moi, si les gendarmes m'ont pas vu, je ne pouvais pas les voir non plus. Hein. Oui, sauf que le gendarme nous dit que ça faisait un moment qu'il causait avec vous derrière la fenêtre. C'est possible, qu'il causait, mais je ne les ai pas vus. J'ai peut-être entendu, mais causer et tout, mais je les ai pas vus. Si vous parlez, vous dormez pas, sauf à considérer que vous parlez, vous tirez en dormant. Depuis le début du procès, experts et témoins sont tous à charge. Le coup de grâce va être donné par les psychiatres. Une intelligence au départ ordinaire, normale,
mais au moment où nous l'examinons, des signes d'un affaiblissement psychique quand même généralisé. Chez lui, sûrement d'origine alcoolique plus que liée au vieillissement. Pour moi, mon idée, c'est qu'il se souvient bien. Donc, s'il y a une différence entre le témoignage, son témoignage à lui, ce témoignage de son épouse, c'est qu'il ne veut pas reconnaître certaines choses, certains détails, comme on le voit classiquement en criminologie. Qui croire? Très bonne question, qui croire? C'est... Quand il y a des preuves, c'est flagrant. Mais ensuite, quand c'est la parole de l'un et la parole de l'autre, c'est personnellement à nous de choisir, quoi, en fonction des éléments qu'on a. Hein. On peut se tromper, hein. Ça, personne n'est parfait. Hein. Donc ce qui est retrouvé sur la table de salle à manger, hein? Vous les montrez vite à M. Rifle, à son conseil? Dernière pièce à conviction versée au dossier, les liens avec lesquels Jeannot a ligoté sa femme Francesca. En prison, j'ai réfléchi. Je pense au fait d'avoir ligoté votre épouse, vous dites ça non. Bon, qu'est-ce qui fait que vous en êtes sûr, puisque vous nous dites j'étais tellement sous que je sais pas ce que j'ai fait? Parce que ces trucs qu'ils ont trouvés, c'est les jouets des chats. Les jouets des chats. Alors ça, on peut pas entendre les chats, mais voilà. Alors nous allons suspendre l'audience et reprendre demain matin à 9h15. L'audience est suspendue. Il faut donner des explications, vous êtes trop sec. Hein. Il faut essayer de réfléchir. Je sais bien que c'est très angoissant pour vous, mais il faut essayer de réfléchir. Se contredit sans arrêt, donc il nous facilite la tâche de ce côté-ci, mais on a l'impression qu'il a quand même eu le temps de réfléchir et qu'aujourd'hui, il n'a pas l'air décidé de reconnaître exactement les faits, puisqu'en fait, il dit oui, mais il conteste presque tout. Mais à aucun moment, on a entendu jusqu'à maintenant de regrets, même quand sa fille était là, aucun aspect sur son visage, rien du tout, aucune réaction, pas une larme, rien du tout. Deuxième jour du procès, aujourd'hui Francesca doit s'expliquer. Alors je vous ferai poser la question, si j'ai l'occasion, quel est votre état d'esprit aujourd'hui après 4 ans d'instruction et puis 2 journées d'audience? Maître Simeoni prépare Francesca qui va témoigner dans quelques minutes. Éventuellement des craintes pour la sortie? Ah c'est ça surtout. Moi, c'est la crainte pour la sortie, parce que je suis convaincue qu'il recommencera à boire. Moi, j'en suis presque convaincue. Comment expliquez-vous être resté si longtemps avec Monsieur Riflet? Vous êtes autonome sur le plan matériel, c'est bon, j'étais soucieuse déjà, peut-être pour lui, effectivement. Mais connaissant sa violence, le fait qu'il ne travaillait pas, que lui avait besoin d'avoir quelqu'un pour matériellement surtout, eh bien, je craignais le pire. Et c'est vrai que le jour où j'ai décidé à partir, c'est ce qui est arrivé. L'avocat de Francesca a choisi une ligne de défense, la préméditation. Monsieur Rifle persiste à dire « Je n'ai tiré qu'une fois ». Eh bien, si on arrivait à dire ou à démontrer qu'il a tiré 2 fois, et ça c'est l'expert en balistique qui le dit, donc pour moi il y a eu 2 coups, c'est clair, net, précis, eh bien ça prouve bien qu'il y a eu une certaine insistance, une certaine volonté de vouloir tuer son épouse. Après la défense, les jurés entendent l'avocate générale. Il va falloir mettre M. Riflet face à l'intégralité de ses responsabilités. Je vous demanderai de déclarer M. Riflet coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression de le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Dans son box, Maître Sarfati est anxieux. C'est la première fois qu'il plaide devant une cour d'assises. Ce drame est la résultante d'une situation aussi triste que banale. C'est le drame de l'alcool. L'alcool qui modifie le caractère du conjoint et qui est de façon très habituelle présent dans les affaires de violence conjugale, des affaires dont connaissent au quotidien les cours et tribunaux. Alors on vous adressait un portrait de M. Riflet. C'est un portrait bien triste. M. Riflet n'aurait que des défauts. Je ne vais pas vous dire que M. Riflet est un homme parfait, rempli de qualités. Je ne le crois pas, personne ne le croirait. Non. M. Riflet, effectivement, est un mari jaloux.
Monsieur Riflet est un homme exigeant, colérique, on a vu son profil psychologique, il a des rigidités. Est-il un assassin ? Voilà la vraie question, voilà la seule question qui va vous occuper. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Et je jure devant tous mes gosses et devant Dieu que je ne voulais pas la tuer. C'était pour l'effrayer. Et je dis autre chose, je regrette profondément du fond du cœur ce que j'ai fait. D'accord, monsieur. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous retirer dans la chambre des délibérations. Garde, faites retirer monsieur Riflet de la salle d'audience. La cour et le jury se retirent pour délibérer. L'audience est suspendue. Il est 17h. La cour s'enferme pour délibérer. Magistrats et jurés ne sortiront qu'après avoir décidé du sort de Jeannot. Est-il coupable? Et si oui, de combien d'années devra-t-il payer? Rien ni personne ne peut déranger leur discussion. Pour Jeannot et son avocat, une longue attente. Ça serait passé. Ça fait 40 ans que je suis enfermé sans savoir combien. J'ai fait une connerie. Je la paye. C'est tout. Mais au moins que la vérité elle s'ouvre. Moi j'ai dit qu'il a tiré. Moi je ne mens pas. Je ne veux pas dire le contraire, je l'ai fait. Donc je paye. Je suis d'accord. D'un point de vue juridique, je ne suis pas d'accord qu'on laisse quelqu'un 4 ans avant du procès. Quand on a le procès plus vite, on sait où aller, on sait quoi faire. Alors, mon attente, c'est d'avoir 15 ans de réclusion, bien évidemment. J'espère pas qu'il y ait moins de 10 ans. Je pense pas, vu la gravité des faits. Maintenant, c'est vrai que l'audience, c'est vraiment aléatoire. Hein. Et là, en plus, on a trois magistrats professionnels qui sont habitués au procès, mais on a également 9 jurés. Chaque voix compte. Et après, c'est tout le délibéré qui va jouer son rôle sur la détermination de cette peine. Hein. La cour et le jury, réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, condamne à la majorité absolue Jeannot Riflet à la peine de 10 ans de réclusion criminelle. Jeannot ne paraît pas étonné par la sentence. Il donne même des encouragements à son avocat. Oui, je viens de vous rappeler. Oui. Bon, d'accord, bien sûr. Bien sûr, monsieur Riflet. Bon, vous trouvez? Oui. Continuez comme ça, vous allez grandir. Maître Sarfati n'est pas sûr de vouloir poursuivre sa carrière en assises. Jeannot Riflet, lui, ne fera pas appel. Sur les 10 ans de prison, il en a déjà fait 4 et espère bénéficier d'une remise de peine.